Souvenez-vous, en 1992 sortait un film réalisé par Steven Spielberg, adapté d'un roman de Michael Crichton et mettant en scène des dinosaures dans un parc d'attractions recréé grâce à l'ADN de fossiles. Ce soir, la vidéo qui va suivre ne va pas parler de ce film du tout. Salut à tous, vous l'attendiez ou pas, elle est de retour, enfin la chronique à regarder dans le noir et ce soir nous allons parler de The Lighthouse, le phare, dans la langue de Cyril Hanouna. The Lighthouse est un film sorti en France le 18-12-2019, réalisé par Robert Eggers à qui l'on doit notamment The Witch et mettant en scène Robert Pattinson et Willem Dafoe, respectivement dans le rôle de Ephraim Winslow et Thomas Wake. Le film se déroule vers la fin du 19e siècle sur un îlot totalement isolé au large de la Nouvelle-Angleterre. On va suivre deux gardiens de phare, un vieux loup de mer qui sera plus ou moins le chef des deux gardiens et un plus jeune, totalement inexpérimenté. Venus tous deux relever l'équipe précédente, ils devront rester sur cet îlot environ 4 semaines. Sauf qu'une tempête va malheureusement empêcher les bateaux de venir les rechercher au bout de ces 4 semaines, les contraignant donc à rester ainsi pour une durée indéterminée sur ce phare. Les relations qu'entretiennent les deux hommes vont très vite se dégrader, déjà de par la promiscuité, de par les conditions de travail et aussi le climat. Le personnage d'Ephraim, quant à lui, va être en proie à des apparitions. Thomas interdisant l'accès à la lampe à son jeune disciple, semblant d'ailleurs lui vouer une totale admiration. Fascination même. À la lumière, pas à Ephraim. Celle-ci semble être pour quelque chose à la tournure que vont prendre les événements. Nous allons donc suivre la décrépitude de Ephraim à cause de cette lumière et sa quête de la vérité quant à cette dernière. Il s'agit d'un film assez atypique au regard de la production actuelle puisqu'il a été tourné en noir et blanc sur une pellicule 35 mm au format 1,19, donc soit un format presque carré. Donc vous l'avez compris, on n'est pas en face du film le plus accessible du monde, on n'est pas devant un Marvel ou un Star Wars quoi. Alors ce format presque carré, il a un intérêt justement parce qu'il permet de vraiment ressentir la promiscuité entre les deux personnages qui semblent du coup évoluer dans des espaces très restreints, très clos, très engoncés la plupart du temps. Et même lors de certains plans en contre-plongée, je pense à des plans de Robert Pattinson à un moment donné, on a presque l'impression, dû à ce format carré, qu'ils sont penchés en avant pour ne pas toucher le plafond. Alors du coup, le spectateur, lui aussi, va ressentir cette promiscuité et une sorte de sensation d'étouffement. Et je vais même aller plus loin, le film a carrément un côté asphyxiant à ce niveau-là. J'aime autant vous dire qu'au niveau promiscuité, on nous épargne rien. Vous allez avoir, j'invente pas, les déjections, les paix, les plaisirs solitaires, les odeurs corporelles. Celle des personnages, pas les vôtres. Et ça tombe bien parce que du coup, cette promiscuité, elle va avoir une assez grande importance dans le récit. Alors ce noir et blanc très profond et l'image très granuleuse du film vont donner un aspect un peu sale au film, enfin un peu beaucoup même. Et cette impression de crasse et de saleté environnante vont avoir un réel impact dans le film puisqu'ils vont avoir un impact direct sur la santé mentale de Ephraim. Même si déjà de base, il n'avait pas l'air super sain d'esprit. Alors ce qui va également avoir une grande importance sur le changement de comportement d'Ephraim, c'est bien évidemment le comportement de Thomas, parce qu'il est totalement crade, il est odieux avec lui, c'est-à-dire qu'il va lui donner toutes les basses besognes, ça veut dire récurer les chiottes, enfin vraiment les trucs les plus funky quoi. On vous laisse regarder voilà. pour la corvée de chiottes.
puisque Thomas, en fait, s'auto-proclame carrément chef du phare. Voilà. Alors bien évidemment, il semble y avoir tout de même une hiérarchie, mais il va aller jusqu'à lui interdire l'entrée à la lumière du phare. À ce sujet, justement, on a beaucoup aimé l'écriture des personnages. Ils sont des archétypes, c'est-à-dire qu'on va avoir le vieux loup de mer, un peu rustre, avec un accent très prononcé qui est abîmé par la vie. En même temps, quand tu vis sur un phare, il y a de quoi être abîmé. Et puis après, il y a donc le jeune second qui, lui, veut changer de vie, dont on connaît pas trop le passé, qui est assez sombre. Et donc, bien qu'étant des archétypes, en fait, ils ne tomberont jamais dans la caricature. Et c'est ça qui est très bien amené et qui est très bien écrit. Alors du coup, moi, personnellement, sur les personnages, j'ai un peu eu l'impression de retrouver certains personnages de romans, de pirates par exemple, ce genre de choses, de mon enfance en fait. Alors il faut savoir que, comme on peut l'apprendre dans les bonus du Blu-ray, que les deux acteurs, Willem Dafoe donc et Robert Pattinson, se sont beaucoup documentés pour incarner leurs personnages, principalement sur des personnes vivant à la fin du 19e siècle et faisant à peu près les mêmes tâches que leurs personnages à l'écran. Ils sont allés jusqu'à travailler leur accent pour être crédibles dans leur rôle en fait, pour pas tomber justement dans la caricature comme on l'a dit avant. Et du coup, leur interprétation elle s'en ressent parce que Willem Dafoe, bon j'ai envie de dire, comme à son habitude, il est vraiment impeccable, et Robert Pattinson quant à lui, il se démarque quand même, on voit qu'il cherche à tout prix à casser son image de vampire beau gosse, émo, scintillant de Twilight. Moi en ce qui me concerne, le pari est réussi. Petite parenthèse, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Batman d'ailleurs. Bon, il avait déjà quand même montré ce qu'il savait faire dans Cosmopolis par exemple, oui. Ouais. Ou dans De l'eau pour les éléphants pour ceux qui l'ont vu. Puisqu'on en est à parler des personnages, justement, en parlant des personnages susmentionnés, les personnages principaux crédités au générique sont au nombre de 2, mais en regardant bien le film, on peut penser que le phare est un personnage à part entière, parce qu'il est très mis en avant visuellement, et même le format de l'image, ce fameux format 1.19, pareil, c'est le réalisateur qui le dit là-dedans dans les bonus, il a été pensé pour pouvoir filmer le phare, donc vraiment un édifice très vertical. Et dernier point, il semble avoir une très grande influence sur le comportement des deux personnages et sur le déroulé de l'histoire en général. Les personnages vont alterner entre beuverie, vraiment des moments de franche camaraderie où ils vont se confier l'un l'autre, et des altercations physiques et verbales. De prime abord, on peut penser que le phare est un peu un MacGuffin, mais en fait, moi, je l'ai pas perçu comme ça parce que on le voit en fait. Il est montré la lampe du phare, même si le personnage de Thomas interdit l'entrée du phare à A-Frame, on la voit quand même. Donc pour moi, c'est pas un MacGuffin, donc le phare, vraiment, il est plus présenté comme un personnage à part entière. Le point de départ du film, moi, il m'a un petit peu fait penser à une histoire qui s'était déroulée en 1900. C'est la disparition des 3 gardiens des îles Flannan, à l'ouest de l'Écosse. Alors le 15 décembre 1900, il y a un bateau qui passe au large donc du phare et qui se rend compte que la lumière ne fonctionne pas. Sauf qu'il y a une tempête, ils peuvent pas accoster tout de suite sur l'île pour vérifier que tout aille bien. Ils vont débarquer en fait à peu près 5 jours après. Et quand ils vont arriver sur l'île, ils vont se rendre compte déjà que les portes du phare sont fermées, qu'il n'y a qu'une seule porte qui est ouverte et que c'est la porte qui mène à la cuisine. Quand ils vont rentrer dans cette cuisine, ils vont remarquer que les cendres dans la cheminée sont froides, qu'une chaise est renversée et que sur les porte-manteaux, il ne reste plus qu'un ciré d'accroché alors qu'ils sont censés être 3. L'horloge est également arrêtée et en fait, ces 3 gardiens ont disparu sans laisser aucune trace. 120 ans plus tard, en fait, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, ni pourquoi, ni comment ont disparu ces hommes. On n'a jamais retrouvé de corps, on ne sait pas du tout où ils sont. Alors, ça a donné lieu à tout un tas de théories qui tiennent plus ou moins la route, bien sûr. Et en fait, je trouvais que The Lighthouse, ça pouvait être une réponse à toutes ces questions. Mais c'est pas le cas parce que du coup, Eggers, dans les interviews, il a expliqué qu'il s'était inspiré d'une autre histoire. C'est-à-dire que lorsque lui, il a commencé à faire ses recherches sur les phares anciens, il est tombé sur une histoire datant de 1801 où 2 Gallois du nom de Thomas sont coincés sur l'île de leur phare. Ils s'appelaient Thomas tous les deux. Ils sont donc coincés sur l'île à cause d'une tempête et donc le plus vieux des deux décédera d'un accident et le second en fait deviendra complètement fou. Après, il existe énormément de mythes et de légendes autour des phares, ça a toujours été
bonnes histoires, les histoires de phares. En France, par exemple, on a en Bretagne le phare de Thévenec, où il se passe toujours apparemment des choses un petit peu surnaturelles. Et donc, il y a le fameux phare des îles Flannan et plein d'autres. Et ça vient certainement du fait que ce soit des lieux tout à fait inhospitaliers où il y a énormément de phénomènes climatiques qui se produisent, que ce sont des lieux qui sont coupés de tout et que forcément ça rend parfois les gardiens complètement paranoïaques. Et ça donne du coup des bonnes idées de films, de genre. Alors, concernant le tournage, en plus du froid, du vent, de la pluie, de la boue, et votre joyeuseté, et des espaces restreints, lors de certaines scènes, dues au fait que le film soit tourné sur pellicule avec certains filtres, etc., pour pas justement que la pellicule soit sous-exposée, il a fallu vraiment utiliser des lumières aveuglantes. Lors d'une scène notamment de face à face entre les personnages de Thomas et de Ephraim, ils sont assis donc tous les deux d'un côté d'une table assez petite avec une lampe au milieu. Pour cette scène-là, pour pas qu'elle soit sous-exposée, il a vraiment fallu travailler avec une lumière aveuglante. Mais quand on vous dit aveuglante, pareil, vous pouvez le voir là-dedans, les deux comédiens ne se voyaient pas alors qu'ils étaient à 1,50 m d'intervalle. Et par ailleurs, l'équipe technique a dû travailler avec des lunettes de soleil. Je vous laisse imaginer dans quelles conditions les deux comédiens ont dû tourner. Autre chose, il faut savoir qu'un phare, le phare c'est pas un phare existant, il a été construit pour le film vraiment dans son intégralité. Et un phare déjà normal en dur, ça a tendance à bouger un peu avec le vent, les vagues, etc. Et celui-là apparemment bougeait beaucoup. Et du coup, les acteurs, apparemment, ils étaient pas super sécures pendant le tournage. Alors, on va tenter ici de trouver une explication au film. Alors, je pense que l'explication, elle va peut-être être différente pour vous, pour Franck, pour moi. Pour le chat. On n'a pas tous, je pense, la même explication, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, en fait, face au film. Voilà. Alors attention, parce qu'à partir de là, il n'y a plus de respect, on va spoiler comme des bâtards. Donc si vous n'avez pas vu le film, cassez-vous. Ou sinon c'est que vous n'en avez rien à cirer. On vous a prévenu. Alors déjà, faut partir du principe que dans le film, tout est montré du point de vue d'Ephraim. Et c'est pour ça qu'on va voir Thomas d'une manière très péjorative, sale, méchant, directif. Rustre. Et surtout, son caractère premier, c'est qu'il est dominant. On vous le disait déjà avant, pendant tout le film, en fait, il va donner à Ephraim des ordres, des missions qui vont en fait à chaque fois le faire passer pour un peu plus méchant et qui attisera toujours un peu plus la haine sur lui. Par ailleurs, toutes les hallucinations qu'on verra dans le film sont celles d'Ephraim. Thomas n'en aura pas. On peut légitimement se demander s'il n'était pas déjà fou au moment d'arriver sur l'île, surtout une fois qu'on connaît son passif, et donc la raison de sa venue, à savoir fuir le meurtre qu'il a commis, puisqu'il a donc tué son collègue bûcheron et il lui a volé son identité pour arriver ici. C'est d'ailleurs à ce moment-là, donc au moment où on apprend qu'il a tué son collègue, qu'on apprend qu'il ne s'appelle pas Ephraim, mais qu'il s'appelle lui aussi Thomas. On peut également se demander si Thomas est vraiment obsédé par la lumière du phare, ou est-ce que c'est Ephraim qui s'imagine ça, qui se le fantasme. Après, il y a également toute une symbolique autour de l'oiseau et de la sirène. Dans la mythologie grecque, les oiseaux en fait représentent les âmes des personnes décédées. Et d'ailleurs dans le film, Thomas nous expliquera que ça porte malheur en fait de tuer une mouette puisqu'elles sont porteuses des âmes des marins qui périssent en mer. Du coup, on peut se demander si cette mouette qui revient régulièrement dans le film pourrait éventuellement être l'âme du bûcheron que Ephraim a assassiné, qui reviendrait donc le hanter. Ou alors, est-ce que l'île et le phare plus précisément serait le purgatoire de Ephraim. La lumière tant convoitée prendrait alors tout son sens, vous savez, la fameuse lumière pour aller vers l'au-delà. Au bout du tunnel. Et donc il y a la fameuse sirène qui revient tout au long du film, les sirènes qui attiraient les marins pour les noyer. Les deux hommes donc seraient-ils morts noyés en se rendant au phare? La question reste en suspens. Autre interprétation, on peut également penser qu'en fait Thomas Wake est une représentation de Davy Jones. En anglais, To be sent to Davy Jones' locker
soit littéralement être envoyé dans le casier de Davy Jones, signifie tout simplement mourir en mer. Ephraim voyant Thomas sous différentes formes au cours du film. Et Davy Jones pouvant être perçu comme un démon de l'océan en fait. Il est par exemple fait mention de Davy Jones en 1751 dans les termes suivants. Ce même Davy Jones, selon les marins, est le monstre qui précède tous les démons des profondeurs et il est vu sous différentes formes, perché parmi les gréements à la veille des tempêtes et autres désastres dont la vie en mer est exposée, prévenant les miséreux de la souffrance à venir. Alors ce passage pourrait faire sens dans le film parce que Thomas est la dernière personne que va rencontrer Ephraim juste avant la tempête, avant l'apparition de la mouette, avant l'apparition de la sirène, avant ces espèces d'apparitions tentaculaires qu'il verra. Et donc celui-ci étant, comme je l'ai dit à l'instant, visible sous différentes apparences au moment du film, il est tout à fait possible que Thomas soit en réalité l'incarnation de Davy Jones, donc l'annonciateur de tous les malheurs à venir. Après, il y a aussi un lien assez évident avec la mythologie grecque. À un moment donné, il y a Thomas qui se tient devant Ephraim et cette image, qui est d'ailleurs superbe, fait vraiment penser à Poséidon en fait. Après, il y a aussi la sirène, forcément, qui fait partie de la mythologie grecque également. Eggers a également déclaré qu'il s'était inspiré de Lovecraft, puisqu'il y a des petites références à Cthulhu notamment. Les tentacules, tout ça. Voilà. Alors, ces deux interprétations, ce sont nos interprétations à nous. Ce ne sont pas des interprétations officielles et c'est pas ce que Eggers a dit dans les différentes interviews. Autant l'avouer, il y a beaucoup de questions sans réponse et beaucoup d'interprétations possibles. À chacune et à chacun d'entre vous, spectateurs, d'interpréter l'œuvre en fonction de son ressenti. Alors, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre analyse à vous, si vous l'avez vu, bien sûr. Et puis, je pense que notre vidéo va s'arrêter là. Vous l'aurez peut-être remarqué, un intrus s'est glissé de manière fortuite dans cette vidéo. Celui ou celle qui trouvera qui est cet intrus gagnera ceci. Il s'agit, Maryse, d'un pins d'une grande qualité. D'un magnifique pins à notre effigie. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y en a 5 à gagner. Vous les avez voulu. Ils sont là. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à la partager. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.